Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes là, c'est que vous avez apprécié la pertinence de mon premier épisode de ma trilogie sur l'homéopathie uniciste. Si dans le premier volet, intitulé Homéopathie uniciste, un art et une science, je rappelais les fondamentaux de la doctrine homéopathique uniciste et où je montrais les différences fondamentales entre celle-ci et l'homéopathie française telle qu'elle est enseignée dans notre beau pays. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la question non moins fondamentale du dosage. Une anecdote pour commencer. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu le bonheur de revoir un ami d'enfance, Erwan, devenu docteur en homéopathie. Et lors de notre conversation dans un bar au bas de son cabinet, le verre de l'amitié inaltérable à la main, discussion évidemment centrée surtout sur le domaine de l'homéopathie, il m'a dit une chose que, avec le recul, je trouve assez extraordinaire. Il m'a affirmé qu'en toute humilité, ce qui prouvait déjà la qualité certaine de sa démarche et de son engagement, il n'avait pas encore atteint le niveau de ma compréhension de la démarche homéopathique. Cela, aujourd'hui, en relisant mes notes, me montre l'écart qu'il existe entre l'homéopathie française et l'homéopathie uniciste, où il nous faut, avec courage et persévérance, trouver chez le patient le Graal, c'est-à-dire le similimum. À l'heure où la France ne rembourse plus les remèdes homéopathiques, où il est difficile de trouver des dilutions au-delà de 30 CH, il faut du courage et être un saint pour démarrer de nos jours des études de médecine homéopathique. Mais ce problème ne touche pas que la France. J'étais habitué à commander mes granules et mes globules chez mon ami Claude Giron à Brest, hélas décédé trop tôt. Par la suite, l'on pouvait encore trouver de hautes dynamisations en Suisse ou aux États-Unis. Cela s'est bien mal fini pour tout le monde, on n'en trouve plus. Mais mon propos n'est pas ici de nous plaindre dans les difficultés et les barrages bien orchestrés dans le domaine de l'homéopathie et des homéopathes, mais de continuer, avec mon sac de pauvre air en bandoulière et de vagabonds en quête de vrai, de bon et de bien, à vous transmettre de façon synthétique, car bien digérée, des informations susceptibles de vous être utiles. Revenons donc à notre thème du jour. C'est là une règle générale. Grâce à la parfaite similitude du remède, qui de ce fait exerce une action profonde et complète dans toutes les dimensions du patient, c'est-à-dire de la personne malade, il n'est pour ainsi dire jamais nécessaire de donner une nouvelle dose, sauf dans les cas où le malade a atteint un niveau de non-retour ou bien un cas tout simplement incurable, surtout quand le malade s'accroche à sa maladie comme seul signe de son existence et qui, pour un temps, le maintient en vie. Mais aussi à condition qu'on ait fait le job, c'est-à-dire passer le temps indispensable à une réelle anamnèse qui doit nous mener au similimum. À des patients vigoureux et résistants, vous pouvez donner la médication dans de l'eau en la répétant, mais pendant les jours qui suivent, vous surveillez attentivement la prise régulière du remède, l'interrompant aussitôt que le moindre signe d'activité se manifeste. Pas de surenchère. Par contre, à des sujets faibles souffrant d'autres affections fébriles, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire, même dans le but fallacieux de vouloir obtenir une réaction immédiate. La réaction peut se faire en quelques heures déjà dans les fièvres rémitantes et la dose unique dans ces cas doit être la règle, alors que dans la typhoïde, la réaction est beaucoup plus tardive et se produit rarement dans les premières heures, mais seulement au bout de quelques jours, et c'est pourquoi la répétition est admissible. Mais dans vos cas typhiques,
Si vous avez affaire à des malades délicats et faibles, ne faites jamais cela. Plus la constitution est vigoureuse et résistante, plus le remède coopérera avec cette vigueur pour produire une action rapide et sans risque. Plus le malade est faible, plus vous devez redoubler de prudence en utilisant la plus petite dose possible. Il n'est pas rare, dans un grand nombre de maladies chroniques, de déclencher une réaction déjà la première nuit qui suit l'administration du médicament, d'où le danger de répéter la prise. Dans une affection aiguë avec délire, dès que le malade reprend tant soit peu conscience ou s'assoupit avec calme, ou encore dès qu'une légère moiteur apparaît à la peau, ne répétez jamais le médicament, une fois ces réactions obtenues. Il y a un moment dans la diphtérie où la répétition de la dose peut tuer, et il y a un moment où cette répétition peut sauver la vie. J'espère quelque jour être capable de découvrir les principes fondamentaux de cette importante question que nous appelons pharmacopolaxie, c'est-à-dire répétition du remède. On ne le dira jamais assez, et c'est pourtant bien simple. Dans les cas sérieux et graves, quand une réaction commence à apparaître, ne répétez le remède en aucun cas. Par contre, une fois que cette manifestation réactive a cessé et que la maladie, au lieu de s'amender, tend à reprendre son cours dans l'autre direction, alors il peut être nécessaire de répéter. Mais il est formellement interdit de renouveler la prise d'un remède tant que la réaction s'annonce et dure. Une des questions les plus essentielles pour le médecin homéopathe consiste à savoir détecter le moment où la réaction va survenir, le moment où elle cesse, quand la maladie de nouveau reprend la mauvaise direction et l'instant où le malade paraît hors de danger. Être capable de reconnaître, de comprendre et de savoir interpréter ces diverses manifestations réactives par le seul langage des symptômes, telle est la tâche du véritable homéopathe. Organon chapitre 158, cette légère aggravation homéopathique durant les premières heures n'est pas rare. Elle constitue un excellent pronostic qui, la plupart du temps, présage que la maladie aiguë cédera à la première dose. Si cette aggravation ne se produit pas, s'il n'y a pas la moindre exacerbation des symptômes et que le malade semble se sentir graduellement mieux après l'administration du médicament, alors cela démontre que celui-ci, quoique ayant agi, ne l'a pas fait suffisamment en profondeur, n'a pas touché la racine du mal. Dans les cas aigus, il se peut que le soulagement qui se développait ne continue plus, ce qui entraîne ipso facto un arrêt de réaction. C'est alors le moment convenable pour envisager l'administration d'une nouvelle dose du médicament, et c'est là une pratique parfaitement correcte. L'affection morbide elle-même est actuellement intensifiée et vraiment aggravée par le médicament si celui-ci est précisément semblable. Mais si nous brisons la barrière matérielle et allons au-delà de l'action brute et grossière du médicament, j'entends vers la 30e dynamisation et au-delà, nous obtenons un effet plus doux, avec une action curative plus profonde. Plus la dose du médicament homéopathique est minime, quand il n'y a pas de manifestation lésionnelle ou de blocage fonctionnel, plus l'aggravation sera courte, amoindrie. Il est quelquefois vrai qu'après avoir donné une 3e ou une 4e dilution de belladonna, dans un cas de violente congestion cérébrale infantile, l'aggravation peut être aussi violente et que si on n'interrompt pas immédiatement la prise du médicament, l'enfant peut en mourir.
Cette aggravation prolongée sans nécessité s'observe quand on donne des dilutions trop basses, ou aussi par la répétition intempestive de la dose. Et dire qu'il y a des ignares qui croient encore que l'homéopathie est une médecine douce. Naturellement, la doctrine veut que le malade soit aussi sensible au médicament qui le guérira qu'à la maladie dont il souffre. Tout état morbide, par conséquent, est aggravé par une répétition inopportune et par des doses trop basses et trop matérielles. Les troisième, quatrième et sixième dilutions, par exemple, sont des dilutions dangereuses. Mais j'ajoute bien si vous êtes un habile thérapeute. Si par contre vous êtes un thérapeute moins habile, vos résultats ne démontreront que peu ou rien et n'auront aucune valeur démonstrative. Évidemment, plus vous deviendrez familier avec la doctrine homéopathique, plus vous vous perfectionnerez et administrerez les dynamisations moyennes, puis hautes, puis très hautes, afin de vous écarter toujours davantage de ce qui pourrait développer la moindre intoxication. Cette aggravation par des basses dilutions diffère nettement de celle produite par une 100 millième dynamisation, car, contrairement à la première, ici, le patient se sent incontestablement mieux. Il s'agit avec les très hautes dynamisations d'une réaction courte, rapide, décisive, où seuls les symptômes caractéristiques de la maladie sont aggravés. Il n'est pas ici question d'addition morbide. La maladie elle-même n'est pas intensifiée. Seuls ces symptômes caractéristiques subissent comme une sorte d'exacerbation et deviennent particulièrement saillants, et le malade vous dit malgré cela « je sens que je vais mieux ». Actuellement, nous avons été jusqu'à la 13 millionième dynamisation de l'Achésis préparée par Kent pour son épouse, et cependant, nous n'avons pas encore atteint le terme, puisqu'avec cette dynamisation presque incroyable, nous avons encore pu observer une aggravation des symptômes. Nous n'avons jamais prétendu que n'importe quelle dynamisation puisse convenir à tout le monde. Rappelons que la dynamisation doit s'adapter constamment au stade d'évolution de la maladie et à l'état psychosomatique du malade, en tenant compte de la sensibilité et de sa constitution. Tout autre médecin a toujours peur de n'en donner pas assez. Il recherche le maximum supportable et se meut constamment au seuil de la toxicité. L'homéopathe, par contre, a toujours peur d'en donner trop, son but étant d'appliquer le minimum nécessaire, car il cultive sans cesse cet adage « primum non nocere », surtout ne pas nuire. Une augmentation quantitative de la dose ne peut pas la rendre plus homéopathique. La première chose et la plus importante à considérer est la similitude du médicament. En second lieu seulement vient la question de sa dynamisation. Il importe que l'on sache bien exactement, d'après toutes nos expériences, que la 30e dynamisation centésimale est suffisamment basse pour entreprendre n'importe quel cas, soit aigu, soit chronique, mais quant à savoir quand s'arrête la limite supérieure, la limite maximale des atténuations homéopathiques, aucun mortel n'a pu encore le dire. Il est désirable de suivre des séries ascendantes, afin de pouvoir agir en profondeur et d'arriver à développer par nos procédés de dynamisation toutes les possibilités les plus internes et profondes qui existent à des degrés divers, également graduels, dans nos médicaments. Un chiffre optimum pour chaque dynamisation a été arrêté. Chacune de ces atténuations, quoique distinctes et distantes les unes des autres, sont cependant
invariablement liées entre elles. Chapitre 283. Non seulement pour éviter l'aggravation, mais pour une autre raison encore, le véritable maître de l'art de guérir, afin de procéder d'une façon tout à fait prudente et réfléchie, n'administrera le remède homéopathique, le mieux choisi à tous égards, qu'en très petite quantité, c'est-à-dire peu de globules ou volume très réduit de liquide. Observation de l'action médicamenteuse et pronostic. Sitôt la prescription faite, le médicament absorbé, le praticien commence alors ses observations sur son malade. Tout son avenir va résulter de ces constatations et des conclusions que le médecin va en tirer. De sa façon d'agir dépendra le bien dont bénéficiera son malade, car ces déductions seront essentiellement la conséquence de ses observations. S'il n'est ni capable ni compétent pour apprécier la signification et la portée de ce qu'il aperçoit, il se trompera, commettra des erreurs, établira des prescriptions maladroites, changera souvent ses médicaments, et tout cela au grand détriment de celui qui réclame du secours. Dans ce domaine, il n'y a vraiment qu'une seule voie à suivre et rien ne peut remplacer une saine compréhension et une vive intelligence. Des changements maintenant commencent à se produire. Quels sont-ils? Que signifient-ils? Que représentent-ils? Le médecin, lorsqu'il écoute l'exposé de son malade, doit savoir interpréter ce qui se passe. Pour la plupart d'entre eux, il sera bon de reprendre chaque symptôme en demandant aux malades ce qu'ils sont advenus et les modifications qu'ils ont éventuellement subies. On sait que le remède a agi quand il a provoqué un changement dans les symptômes. J'entends par là les différentes possibilités suivantes. 1. Leur amélioration. 2. Leur aggravation. 3. Leur disparition. 4. L'ordre dans lequel ils se présentent ou disparaissent. 5. Enfin, la direction qu'ils prennent. Toutes ces réactions sont les changements produits par la médication et ces modifications demandent à être bien étudiées. La véritable aggravation homéopathique est une intensification transitoire de la maladie, c'est-à-dire des symptômes du malade, alors que celui-ci va vers le mieux, et c'est là ce qu'un médecin peut observer à la suite d'une prescription véritablement homéopathique. Je précise bien que l'aggravation homéopathique vraie est celle dans laquelle les symptômes sont exacerbés alors que le malade vous dit « je me sens mieux ». Il conviendra alors d'entrer dans le détail de ces divers états concernant les heures, les localisations, la durée et la façon dont ils se développent. L'opinion du malade doit être sanctionnée par les symptômes. Dans la plupart des cas, ils sont corroborés par ce que le malade raconte, mais retenez bien que les symptômes eux-mêmes constituent l'évidence la plus satisfaisante pour le médecin. Il s'agit également de savoir, par l'étude de la symptomatologie, si les changements qui se produisent sont suffisamment profonds. La direction que vont prendre les symptômes suffira pour nous renseigner sur ce sujet, principalement dans les affections chroniques. Or, 12 éventualités différentes peuvent se présenter aux praticiens. 1. Aggravation prolongée avec déclin final du malade. Qu'avons-nous fait? Une faute a été commise. L'homéopsorique était trop profond. Il a provoqué des phénomènes destructeurs. Dans ce cas, la réaction vitale était impossible. Le malade était incurable. Mais immédiatement se pose la question suivante. Que conviendra-t-il alors de faire? Faut-il renoncer à donner des remèdes homéopathiques dans des cas où un malade dépérit graduellement?
Si vous n'êtes pas au courant de telles réactions et doutez de la possibilité, malgré les très faibles doses administrées, de pouvoir encore aggraver l'état du malade, il ne vous restera plus qu'à signer à plus ou moins brève échéance son certificat de décès. Il faut donc, dans ces cas incurables, équivoques et suspects, ne jamais donner de dynamisation qui dépasse la 30e centésimale ou tout au plus la 200e. Et surtout, observer si l'aggravation tend à être trop forte ou trop prolongée. Il y a quantité de signes pulmonaires à observer dans ce genre de cas qui éveillent le doute chez le médecin, d'administrer ou non le remède de fond quand un état organique est décelable et surtout s'il est déjà avancé. Deuxième cas, longue aggravation finalement suivie d'une amélioration. Malgré une aggravation prolongée et assez pénible, vous obtenez cependant une réaction finale qui peut être nettement interprétée dans le sens d'une amélioration. L'aggravation pourra peut-être durer des semaines, mais en fin de compte, cette faible constitution paraît néanmoins réagir et vous assistez enfin à une amélioration lente, mais sûre, à la fois du malade et de la maladie. Cela démontre que l'affection morbide n'a pas progressé aussi loin et que les changements produits sont restés dans le domaine encore fonctionnel ou déjà fonctionnel lésionnel. Vous avez attendu patiemment toutes les réactions s'épuiser et à la fin du 3e mois, le malade est prêt à recevoir une nouvelle dose du médicament. Vous constatez alors la répétition des mêmes réactions, lesquelles vous apprennent que cet homme se trouvait à une limite qui, s'il avait attendu plus longtemps, aurait rendu toute guérison impossible. Il est par conséquent toujours de bonne pratique, dans les cas suspects, d'utiliser les basses atténuations, 30 ou 200, d'agir avec prudence en étant toujours prêt à antidoter le remède si les réactions prennent une mauvaise direction. Troisième cas, aggravation rapide, brève, bien marquée, suivie d'une amélioration prompte et durable du malade. Cette amélioration sera nette, la réaction de l'organisme vigoureuse, parce que dans ces cas, il n'y a pas encore de tendance à des lésions tissulaires dans les organes vitaux. Tout changement structural qui pourrait éventuellement être présent ne serait du reste que tout à fait superficiel et situé dans des organes qui ne sont ni essentiels ni vitaux. Il ne faudra cependant pas vous étonner d'assister à la formation d'abcès, d'observer souvent des réactions ganglionnaires évoluant quelquefois vers la suppuration, mais toujours dans des régions qui ne risquent pas de menacer la vie du malade. Donc une aggravation rapide, courte et forte est vraiment celle que l'on souhaite parce qu'elle est toujours suivie d'une prompte amélioration. Quatrième cas, retour à la santé du malade sans aucune aggravation. Vous assistez alors à des guérisons vraiment satisfaisantes et dans lesquelles l'administration du remède n'est suivie d'aucune sorte d'aggravation. S'il en est ainsi, nous savons que la dynamisation prescrite était celle qui correspondait exactement au cas donné, mais n'oubliez pas que vous vous trouvez ici devant une situation qu'il ne faut pas vous attendre à rencontrer tous les jours. Cinquièmement, l'amélioration précède l'aggravation. Ou bien, petit a, le remède couvrait des symptômes purement superficiels et ne pouvait agir alors que comme palliatif. Vous découvrez que votre prescription était par conséquent erronée. Le remède ne couvrait pas la totalité des symptômes essentiels et, de ce fait, ne pouvait affecter tout l'état constitutionnel. Ou, petit b, le malade était déjà atteint
avait déjà atteint le stade lésionnel, incurable, et le remède, quoique à la rigueur approprié, a été administré trop tard pour un état aussi avancé. Dès lors, le choix de ce médicament était défavorable. Sixièmement, une trop courte durée de soulagement des symptômes. Si vraiment rien n'est intervenu qui puisse gêner l'action libre du médicament dans l'économie, l'interférence peut être involontaire, inconsciente ou intentionnelle, alors vous êtes en droit de vous méfier de ce cas. Une réaction rapide de l'organisme signifie tout ce que l'on peut désirer de l'action du remède, à savoir qu'il est bien sélectionné, que l'économie vitale répond bien et ne présente pas d'altération lésionnelle importante, et si les choses vont comme elles doivent, la guérison est proche. Dans les cas aigus, si l'amélioration est trop courte, c'est parce que l'état inflammatoire est à un tel degré que les organes sont menacés par le processus rapide qui s'y développe. Dans les cas chroniques, une trop courte amélioration signifie qu'il y a des modifications structurales, que les organes sont détruits ou en train d'être détruits, et en tous les cas se trouvent dans une condition des plus précaires. Ces diverses modifications ne peuvent pas toujours être diagnostiquées quad vitam, mais elles sont cependant présentes et un observateur pénétrant qui aura travaillé sérieusement pendant des années sera souvent capable d'interpréter les symptômes dans le double but diagnostic et pronostic sans même avoir besoin de recourir à l'examen physique du malade, à telle enseigne qu'en se basant uniquement sur l'observation rigoureuse et approfondie des symptômes, il peut quasi prophétiser ce qui va se produire. Septième cas. Une période d'amélioration de la maladie pendant 24 heures sans le soulagement réel auquel on serait en droit de s'attendre pour le malade. Chez certains sujets, l'amélioration ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Il existe des conditions latentes, voire Organon, chapitre 172. Donc, des conditions latentes soit fonctionnelles, soit organiques, qui les empêchent de progresser au-delà d'un certain stade. De tels patients ne sauraient aller au-delà de certaines possibilités dépendant de leur état pathologique. Ils ne sont curables que jusqu'à une certaine limite qu'ils ne pourront pas dépasser. Les remèdes agissent favorablement, mais le malade n'est pas guéri et ne pourra jamais l'être. Dans ce cas, le malade a été pallié et c'est ici la palliation convenable qu'on peut obtenir avec des remèdes homéopathiques. Diriger ce patient vers des spécialistes assistés des technologies les plus modernes. Huitième cas. Certains malades expérimentent tous les remèdes qu'ils prennent. Cela plus particulièrement chez les sujets à tendance hystérique, chez les hypersensibles, les allergiques, les hypocondriaques, les anaphylactiques et chez tous les surmenés. De tels cas, hélas, sont bien souvent incurables. Vous leur administrerez une prise d'une haute dynamisation et ils ne tardent pas à présenter toute une série de symptômes propres au remède absorbé, c'est-à-dire à en faire l'expérimentation. Pendant qu'ils sont sous l'influence de cette médication, ils semblent être comme immunisés, rien d'autre ne les affecte. Il s'agit là d'une prise de possession du remède, exactement comme le ferait une maladie. La réaction du remède présentant une période de progrès et une période de déclin. Voilà le fonctionnement. De tels patients sont des expérimentateurs involontaires. Par hypersensibilité, ils verront apparaître des symptômes propres à tous les médicaments qu'ils absorbent, et cela à toutes les dynamisations, même les plus hautes. De tels sujets vous poseront bien des préoccupations. Quand vous trouverez un malade de ce genre, hypersensibilité aux hautes dynamisations, revenez à la 200e
ou même à la 30e dynamisation centésimale. Il vous arrivera cependant bien souvent de pouvoir guérir leurs affections aiguës avec ces dynamisations et d'agir favorablement sur leurs maladies chroniques avec des 30, des 200 et même des 500e dynamisations. Chez beaucoup d'entre eux, cette sensibilité exagérée est congénitale. Ils devront la subir toute leur vie, et cela jusqu'à leur dernier souffle. Il semble que rien ne puisse les délivrer de cette hyper-irritabilité, de cet état d'hyper-excitabilité. Si cette hyper-énergie présente pas mal d'inconvénients, elle peut néanmoins devenir une source d'informations fort utile pour le médecin homéopathe dans les réactions qu'il lui sera donné d'observer au cours de ses traitements. De plus, chez de tels malades, vous pourrez également constater, dès qu'ils sont sortis d'une expérimentation médicamenteuse, qu'ils sont prêts à la répéter ou à en faire une autre. 9e cas. Action des médicaments sur les expérimentateurs. Toute expérimentation convenablement dirigée fait toujours bénéficier ceux qui s'y soumettent, à condition d'être en bonne santé. Organon, chapitre 141a. Cela est cependant relatif, car tout individu se prétendant en parfaite santé peut être sujet à des manifestations constitutionnelles ou à des symptômes mineurs qu'il sera indispensable de relever minutieusement chez tous ceux que vous allez choisir comme expérimentateurs. 10e cas. Nouveaux symptômes apparaissant après l'administration d'un nouveau remède. La présence d'un nombre important de symptômes nouveaux après la prise d'un remède homéopathique permettra en général de prévoir que la prescription va se révéler défavorable. Parfois, l'apparition d'un symptôme récent fera croire à un symptôme nouveau, alors qu'il s'agit simplement de la manifestation d'un ancien symptôme que le patient avait oublié ou n'avait pas observé. Plus la série de nouveaux symptômes survenant après l'administration d'un remède est grande, plus il y a lieu de douter de la valeur de la prescription établie. Il est probable qu'après la disparition de ces nouveaux symptômes, le patient se retrouvera dans l'état quo ante sans qu'aucune amélioration ne puisse être constatée. De tels cas démontrent que le choix du remède n'était pas parfaitement homéopathique et, par conséquent, pas conforme au principe de la similitude. 11e cas. Retour d'anciens symptômes. Les maladies guérissent selon la loi de Hering, c'est-à-dire que les symptômes disparaissent de haut en bas, de dedans en dehors et dans l'ordre inverse de leur apparition. Maintes fois, vous verrez les anciens symptômes revenir puis cesser sans qu'aucun changement ait été apporté à la médication. Eh bien, cela est excellent et signifie qu'il convient de laisser à l'agent médicinal sa pleine liberté d'action sans aucune interférence, quelle qu'elle soit. Ce n'est que lorsque les anciens symptômes réapparus persistent qu'une répétition du remède devient le plus souvent nécessaire. 12e cas. Mauvaise direction des symptômes. Il y a grand danger à choisir un remède sur les seuls symptômes extérieurs. Par exemple, à donner un médicament correspondant exclusivement à la peau, en ignorant tous les symptômes relatifs au malade lui-même et en négligeant ceux représentant son état général. Il est en effet parfaitement vrai que ce remède uniquement en relation avec la peau pourra faire rentrer, comme on dit, cette affection cutanée par substitution morbide ou métastase, et la dermatose disparaîtra, alors que le malade lui-même souffre de nombreux autres symptômes et n'est nullement guéri. Je vous le dis, en vérité, de tels patients resteront malades jusqu'à ce que l'éruption ainsi camouflée se reproduise telle qu'elle était précédemment, et c'est là pour eux leur chance de guérison,
à moins qu'elle ne cherche une localisation différente, et alors la maladie ne sera que déplacée et par conséquent pas guérie. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le 3e volet de mon triptyque intitulé Homéopathie uniciste, seconde prescription, en préparation pour vous. Merci de votre attention. Voilà, j'espère que cette vidéo publiée sur cette extraordinaire plateforme qu'est YouTube pour sa richesse et sa grande diversité des thèmes abordés sous forme audiovisuelle vous a intéressé, voire enseigné. Si c'est le cas, j'en suis heureux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire un don qui peut être 1 euro symbolique ou tout autre montant en scannant tout simplement le QR code affiché sur votre écran. Vos dons serviront à m'équiper de matériel et logiciels de montage plus performants afin que mes prochaines vidéos soient plus agréables à visionner pour vous, chers youtubeurs. À très bientôt.